Au dîner de Noël, ma mère m'a regardé droit dans les yeux et a déclaré « Tu n'es rien d'autre qu'une radine ». La pièce est devenue silencieuse tandis qu'elle riait, pensant avoir gagné. Je me suis levé calmement, j'ai coupé son soutien, je suis parti la tête haute et j'ai laissé tout le monde à table stupéfait. Personne ne l'a vu venir. Je m'appelle Amelia Johnson. J'ai 34 ans et je pensais que le dîner de Noël serait enfin l'occasion de me sentir à nouveau proche de ma famille. Le sapin était illuminé, la table dressée, le vin servi, et pendant un instant, j'ai cru que cette année serait peut-être différente. Mais quand ma mère a regardé de l'autre côté de la table, son sourire aussi tranchant que du verre, et a prononcé des mots qui ont fait taire toute la pièce, tout ce que je pensais savoir sur l'amour, la loyauté et la famille s'est brisé en un instant. Avez-vous déjà été prise au dépourvu dans l'endroit même où vous vous attendiez à vous sentir en sécurité? Restez avec moi car ce qui s'est passé à cette table de Noël est quelque chose que vous n'oublierez pas. Je me tenais devant les fenêtres du sol au plafond de mon penthouse dans l'Upper West Side. La ville s'étendait sous moi comme une mer de lumière. Manhattan scintillait de mille feux de fête, les taxis klaxonnaient au loin et la faible lueur des décorations de Noël s'accrochait encore aux bâtiments de l'autre côté du parc. Rien de tout cela ne me réconfortait. Mon reflet me regardait depuis la vitre, une femme de 34 ans qui aurait dû se sentir fière, pourtant je ne ressentais que du vide. Quelques heures plus tôt, j'étais assise à une longue table entourée de ma famille, la lumière des bougies vacillant sur des verres polis, l'odeur de la dinde rôtie et de la cannelle dans l'air. C'était censé être une célébration, des vacances remplies de chaleur et de gratitude. Au lieu de cela, c'est devenu la nuit où ma mère, Margaret, m'a regardé droit dans les yeux et a prononcé les mots qui ont fait brûler ma poitrine, « Tu n'es rien d'autre qu'une radine ». Le son de ces mots résonnait dans mon esprit comme un écho cruel. J'ai pressé ma main contre la vitre froide, essayant de calmer ma respiration. Comment a-t-elle pu dire cela après tout ce que j'avais fait pour elle, pour eux tous? Ma mâchoire s'est serrée et j'ai senti mes ongles s'enfoncer légèrement dans ma paume. J'avais porté ma famille pendant des années, payant leur hypothèque, couvrant leurs factures, les protégeant des soucis qui auraient dû être les leurs. Et pourtant, devant des cousins et des voisins, elle a décidé de m'humilier. Je suis parti de la table ce soir-là sans élever la voix, sans larmes. Mais à l'intérieur de moi, quelque chose s'est brisé. Le silence qui a suivi ces mots avait été pire que des cris. Les fourchettes se sont figées en l'air. Les conversations se sont arrêtées. Même la musique de Noël jouant doucement en arrière-plan semblait s'évanouir. Tous les regards s'étaient tournés vers moi, attendant que je m'effondre ou que je riposte. Au lieu de cela, j'ai repoussé ma chaise, mes talons claquant sur le parquet alors que je me tenais droite. Ici, dans mon penthouse, la ville continuait de bouger. Mais je me sentais bloqué, cloué par ces mots. Radine. Toute ma vie, j'avais travaillé pour prouver le contraire. Depuis le premier chèque de paie que j'ai gagné en faisant la serveuse à l'université jusqu'aux longues nuits à construire mon entreprise BrightPay à partir de rien, je m'étais battu pour une vie loin d'être radine. J'avais sacrifié le sommeil, les amitiés et même une partie de moi-même juste pour en arriver là. Le souvenir de son visage quand elle l'a dit ne me quittait pas. Margaret avec ses cheveux soigneusement coiffés, la robe bleu marine qu'elle portait toujours pour les occasions spéciales. Le sourire tendu qui atteignait rarement ses yeux. Elle avait vraiment ri comme si ce qu'elle disait était intelligent. Je me suis souvenu d'Émilie se tortillant mal à l'aise à côté d'elle, de Daniel fixant son assiette, de mon père Thomas se frottant l'arête du nez. Personne n'a pris ma défense. Pas une seule personne ne lui a dit d'arrêter. Je me suis détourné de la fenêtre et je me suis enfoncé dans le canapé en cuir, le bourdonnement de la ville étouffé par le double vitrage. Mes mains tremblaient maintenant, non pas de faiblesse, mais de colère qui montait à la surface. Je n'avais pas pleuré depuis que j'avais quitté ce restaurant, mais la douleur était juste derrière mes yeux. Pendant des années, j'avais gardé leur secret, virant discrètement des milliers de dollars chaque mois pour qu'ils puissent garder la maison à Cincinnati, pour qu'ils puissent conduire leur voiture, pour que ma mère puisse faire les soins dentaires dont elle avait besoin. Pour qu'ils puissent faire ce voyage d'anniversaire sans souci. J'avais fait tout cela par amour. Pourtant, elle se tenait là ce soir, devant Nancy, la voisine d'à côté, devant l'oncle Peter et la tante Joanne, devant les collègues d'Emily qui étaient venus avec eux, et elle m'a traité de radine, comme si je n'étais rien d'autre qu'une fille gâtée essayant d'acheter de l'affection. Je me suis adossé et j'ai fermé les yeux, le doux bourdonnement de mon système de chauffage remplissant le silence. Il ne s'agissait pas seulement de l'insulte.
Il s'agissait des années de mépris. La façon dont chaque succès que j'ai obtenu était transformé en quelque chose de honteux à ses yeux. Si je conduisais une Tesla, c'était trop ostentatoire. Si j'achetais un Pantouse, c'était du gaspillage. Si j'étais reconnu dans Forbes, ce n'était rien d'autre qu'un coup de pub. Et maintenant, même la générosité avait été tordue en quelque chose de laid. Les lumières de Noël que j'avais accrochées dans mon propre salon clignotaient doucement, leurs reflets se dispersant sur la table basse en verre. Elles auraient dû me remplir de paix. Mais au lieu de cela, elles me rappelaient les décorations de ce dîner, à quel point le restaurant avait soigneusement habillé la pièce de couronne et de ruban. La beauté ne signifiait rien quand le poison imprégnait les mots à table. J'ai essayé d'imaginer la nuit sans sa voix. Les rires que nous aurions pu partager, les histoires que Daniel était prêt à raconter aux élèves d'Émilie. Elle aurait voulu parler du tintement des verres alors que nous portions un toast à la saison. Tout cela avait été volé par un moment de cruauté. Je me suis levé du canapé et j'ai traversé lentement le parquet poli, mes pieds nus froids sur la surface. Mon téléphone était posé sur le comptoir, silencieux maintenant, mais plutôt il avait vibré avec des appels manqués. Émilie, puis Thomas, puis même Margaret elle-même. Je les avais laissés sonner. Je n'étais pas prête à entendre des excuses ou des regrets vides. La Rolex était toujours dans mon sac, intacte depuis que je l'avais glissée dans sa boîte en velours. 15 000 $ destinés à montrer ma gratitude, à combler un fossé, maintenant réduit à un symbole douloureux de la faible valeur qu'elle m'accordait. J'ai imaginé son visage quand elle l'ouvrirait, ce bref éclair de surprise suivi de rire. Mon cadeau ne l'avait pas adouci. Il lui avait donné une scène. Radine. Le mot me lacérait la poitrine encore et encore. Je me suis murmuré que ce n'était pas vrai, que ma valeur ne lui appartenait pas de la définir, mais la douleur persistait. Dehors, une légère neige avait commencé à tomber, poudrant les toits et transformant la ville en quelque chose de plus doux. J'ai pressé mon front contre la fenêtre, regardant les flocons tourbillonner sous les réverbères. Quelque part là-bas, des couples se promenaient bras dessus bras dessous. Des enfants tiraient sur leurs parents avec excitation. Des chants de Noël résonnaient au coin des rues. La ville gardait son rythme, indifférente aux vacances brisées d'une femme. J'ai respiré profondément, essayant de rassembler mes forces. J'avais fait des choix à cette table de dîner qui changeraient tout. Partir n'était pas la fin. Ce n'était que le début. Et alors que la neige tombait plus fort, brouillant l'horizon, je savais que j'avais finalement atteint le point de non-retour. Quand je repense à l'endroit où tout a commencé, mon esprit dérive toujours vers la petite maison à 2 étages d'une rue tranquille de Cincinnati. Elle avait un revêtement beige que mon père Thomas retouchait sans cesse avec un pinceau, et une pelouse qui ressemblait à un tapis parce qu'il la tondait tous les samedis, sans faute. Tout dans cette maison était ordinaire. Pourtant, pour moi, elle est devenue la scène où j'ai appris pour la première fois la nette division entre ceux qui étaient loués et ceux qui étaient condamnés. Mon père travaillait comme comptable pour une petite entreprise locale. Il aimait les bilans plus que la plupart des gens n'aiment les films. Et sa plus grande joie semblait être de me montrer comment un sou économisé pouvait devenir $1 gagné. Il gardait un bocal de pièces sur le comptoir de la cuisine, non pas pour dépenser, mais pour enseigner. Il le vidait, alignait les pièces de 5 et de 10 cents, et me faisait pratiquer l'addition jusqu'à ce que j'aie presque les larmes aux yeux. Pour lui, c'était de la discipline. Pour moi, cela ressemblait à une cage. Ma mère, Margaret, était différente. Elle était institutrice de 3e année à l'école primaire juste en bas de la rue. Elle connaissait tous les parents, tous les voisins, et elle se souciait beaucoup de la façon dont les gens nous percevaient. Margaret se lissait toujours les cheveux avant l'église, repassait ses robes jusqu'à ce qu'il n'y ait pas un pli, et elle attendait d'Émilie et de moi que nous reflétions la même image. Le problème, c'est qu'Émilie correspondait parfaitement au moule, alors que moi, je n'y suis jamais parvenu. Émilie était 3 ans plus jeune que moi, calme, obéissante, toujours désireuse de plaire. Elle s'asseyait à table avec ses devoirs soigneusement étalés, ne contestait jamais l'autorité, et souriait lorsque ma mère complimentait ses bonnes manières. Moi, en revanche, je posais trop de questions. Je voulais des vêtements qui ressemblaient à ceux que portaient les filles plus âgées. Je voulais aller dans des endroits que ma mère jugeait inutiles, et j'avais une langue qui me valait souvent des ennuis. Le favoritisme n'était pas caché. Il était évident dans la façon dont Margaret rayonnait lorsqu'Émilie rapportait un dessin de l'école et le scotchait fièrement sur le réfrigérateur, tandis que mes projets scientifiques étaient mis de côté.
il était dans la façon dont elle disait aux proches à Thanksgiving qu'Emily était son petit ange tout en me décrivant comme indépendante avec un hochement de tête qui portait plus de désapprobation que de fierté. Une nuit au lycée a rendu le déséquilibre parfaitement clair. Le bal d'hiver approchait et toutes les filles de ma classe en parlaient avec effervescence. J'avais repéré une robe dans une petite boutique du centre-ville. Une pièce en satin vert foncé qui me faisait me sentir adulte rien qu'à la regarder. J'avais travaillé le week-end en faisant du babysitting pendant des mois et j'avais économisé assez pour couvrir la moitié du coût. Je pensais que si je montrais à ma mère à quel point j'étais sérieuse, elle pourrait accepter de payer le reste. Je me souviens d'être resté debout dans la cuisine ce soir-là, l'odeur de la soupe de tomates persistant après le dîner, tenant le catalogue de robes dans mes mains. Margaret rinçait la vaisselle, le dos droit, les cheveux tirés en chignon. Je lui ai parlé du bal, lui ai montré la robe, lui ai expliqué que j'avais économisé mon argent. Elle n'a même pas regardé la photo. « Amélia, dit-elle d'un ton monocorde. Tu n'as pas besoin d'une robe comme ça. Tu en as une parfaitement bien de l'année dernière. » Mais maman, ai-je argumenté, elle est trop petite maintenant, et celle-ci est classique. J'ai déjà économisé $100. Il ne me faut que 75 de plus. Ses yeux m'ont jeté un regard vif et froid. Ma chambre de dortoir était minuscule et le matelas fin, mais pour moi, c'était un palais. Pour la première fois de ma vie, j'étais jugé non pas par l'échelle de ma mère, mais par mon propre travail. Je me suis lancé dans l'économie et l'informatique, des sujets qui ont éclairé mon esprit comme rien d'autre au lycée. J'ai étudié jusqu'à ce que mes yeux se brouillent, travaillé à temps partiel à la bibliothèque et refusé de laisser un seul dollar s'échapper sans en rendre compte. Ces années m'ont appris la résilience. J'étais celle qui devait être disciplinée, tenue, constamment rappelée à ses limites. Émilie était l'enfant qui gagnait l'affection. J'étais celle qui gagnait les sermons. Mon père n'est pas intervenu. Il m'a simplement rappelé plus tard dans la semaine l'intérêt composé, disant que garder les $100 à la banque était plus sage que de les gaspiller pour une robe. Il pensait qu'il m'apprenait à être intelligente, mais cela ne m'a fait que me sentir petite. Même maintenant, des décennies plus tard, debout dans le luxe de ma propre maison, la douleur de cette nuit persiste. Je peux encore voir le regard méprisant de ma mère, entendre sa voix louant Émilie tout en me niant. Cette blessure n'a jamais vraiment guéri, et elle a façonné le feu qui m'a poussé à prouver que j'étais plus que la fille dans la robe trop serrée de l'année dernière. Je me suis assise sur le canapé et j'ai laissé les souvenirs m'envahir les uns après les autres, chacun me rappelant pourquoi les mots qu'elle a prononcés à Noël faisaient si mal. Ils n'étaient pas nouveaux. Ils étaient simplement l'écho le plus fort d'une vérité qu'elle m'avait dite toute ma vie. Et alors que je fixais les lumières clignotantes de mon propre arbre de Noël, j'ai réalisé que ces premières leçons de favoritisme et de frugalité avaient jeté les bases de tout ce qui est venu après. Au moment où j'ai eu 18 ans, je savais que la seule voie était la sortie. J'avais passé des années à faire mes preuves en classe, à me plonger dans les manuels scolaires alors que le monde extérieur à Cincinnati semblait incroyablement lointain. Lorsque l'enveloppe de l'université du Michigan est arrivée avec le mot bourse imprimé en haut, je l'ai serré contre ma poitrine et j'ai pleuré dans l'intimité de ma chambre. Cela signifiait la liberté, un billet loin des comparaisons constantes, des sermons sur le gaspillage, des compétitions silencieuses avec Émilie que je n'avais jamais demandées. Quitter la maison cet automne-là a été comme atterrir sur une autre planète. Ann Arbor était animée d'une énergie débordante d'étudiants de tous les coins du pays. Elle n'aurait même pas envisagé de m'aider à acheter une robe pour laquelle j'étais prête à mettre mes propres économies. Mais pour Émilie, elle a ouvert son portefeuille sans hésitation. Je me suis retourné et j'ai couru dans ma chambre, le catalogue froissé dans ma main, les larmes brouillant les lignes de la robe de satin dont j'avais rêvé. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre qu'aux yeux de ma mère, j'étais différente. Pas la fille qu'elle voulait exposer, pas celle qu'elle défendrait. La plupart de mes camarades de classe parlaient de postes en entreprise, de salaires sécurisés, de parcours jalonnés de promotion. J'aurais pu suivre cette voie, mais quelque chose d'agité en moi voulait plus. J'ai rempli ma vieille Honda Civic de tout ce que je possédais, ce qui tenait facilement sur la banquette arrière, et j'ai roulé vers l'est jusqu'à ce que les autoroutes cèdent la place à la silhouette de New York. J'avais $1000 sur mon compte courant et plus de détermination que de bon sens. New York ne s'en souciait pas. Elle m'a avalé entière dès mon arrivée. Le premier appartement que j'ai partagé était une boîte à chaussures dans le Queens avec 2 autres femmes, l'une étudiant la mode et l'autre faisant la serveuse tout en poursuivant des auditions à Broadway.
La moitié de mon loyer prenait la majeure partie de ce qui me restait, alors je vivais de pizza à $1 et de bagel. La nuit, je m'allongeais sur un matelas pneumatique qui s'affaissait au milieu et me murmurait des promesses que ce ne serait pas toujours ainsi. J'ai jonglé avec 3 emplois au cours de ces premiers mois. Le jour, je répondais au téléphone dans un bureau de finance, prétendant comprendre le jargon lancé par des hommes en costume. Le soir, je faisais la serveuse dans un restaurant près d'Astoria Boulevard, mes pieds douloureux alors que j'équilibrais des plateaux plus lourds que moi. Le week-end, je donnais des cours particuliers à des lycéens en algèbre et en anglais juste pour garder de l'argent dans ma poche. Chaque heure où je ne travaillais pas, j'esquissais des idées pour quelque chose de plus grand. La technologie me fascinait. Je voyais comment les applications changeaient la façon dont les gens commandaient de la nourriture ou élaient un taxi. Et je me demandais pourquoi la gestion de l'argent semblait encore bloquée à l'âge des ténèbres. J'ai imaginé une plateforme où les familles ordinaires pourraient suivre leurs dépenses, fixer des objectifs d'épargne et prendre des décisions plus intelligentes sans payer de frais bancaires exorbitants. Je l'ai appelé BrightPay, griffonnant le nom sur des serviettes en papier et au dos des reçus quand l'inspiration me venait. La première année a failli me briser. J'ai passé de longues nuits à la bibliothèque publique à apprendre les bases du codage, puis j'ai supplié tous ceux que je rencontrais lors d'événements de réseautage de regarder mon prototype. La plupart m'ont repoussé avec des sourires polis. Certains m'ont dit carrément que je perdais mon temps. J'ai vidé une carte de crédit juste pour payer l'espace serveur et j'ai constamment craint qu'un paiement manqué ne me coule avant même que je ne commence. Il y a eu des jours où j'ai pensé à tout abandonner et à rentrer chez moi. Mais ensuite, j'imaginais le visage de ma mère, j'entendais sa voix me traitant de gaspilleuse, et l'idée de retourner à ce jugement me poussait plus fort. Je travaillais 20 heures par jour, nourri de nouilles instantanées et de café amer. Mes colocataires se plaignaient que je ne dormais jamais, que la lueur de mon ordinateur portable était la dernière chose qu'elles voyaient avant de s'endormir et la première quand elles se réveillaient. Puis un jeudi pluvieux, à la fin du printemps, j'ai reçu un appel qui a tout changé. Une petite coopérative de crédit à Brooklyn avait entendu parler de mon application par un ami d'un ami. Il voulait une réunion. Je me suis présenté avec un blazer froissé et des chaussures qui me serraient les pieds, serrant une présentation que j'avais imprimée dans un café ouvert 24 heures sur 24. Mes mains tremblaient en parlant, mais pour la première fois, quelqu'un a écouté. Ils ont posé des questions, de vraies questions, et à la fin, ils ont accepté de tester BrightPay avec quelques centaines de leurs clients. Quand je suis sorti de ce bureau, la pluie me trempait les cheveux et mon blazer collait à ma peau, mais je m'en fichais. J'avais un contrat dans mon sac et une chance de respirer. Cet accord ne m'a pas rendu riche. Loin de là, mais il a maintenu les lumières allumées. Il a maintenu mes serveurs en marche. Il m'a donné une raison de croire que je n'étais pas folle de poursuivre ce rêve. Je suis rentré chez moi cette nuit-là dans le petit appartement du Queens, j'ai laissé tomber mon sac par terre et je me suis assise sur le bord de mon matelas pneumatique, les larmes coulant sur mon visage. Non pas parce que j'étais vaincu, mais parce que pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti de l'espoir. BrightPay n'était pas mort. Il était vivant, fragile, mais vivant. Ce premier contrat ne serait pas le dernier, mais c'est celui qui m'a convaincu que je pouvais survivre à New York. C'était le fil qui m'a tiré à travers tous les autres obstacles. Et assise là, dans la faible lumière de ce petit appartement, je me suis promis de ne plus jamais laisser personne me faire sentir petite. En quelques années, BrightPay est passé d'une idée fragile à une entreprise qui avait un bureau à Chicago, un autre à Austin, et plus de 80 employés qui se tournaient vers moi pour obtenir des directives. La fille qui vivait autrefois de pizza à $1 et partageait un matelas pneumatique affaissé était devenue PDG, entrant dans des salles de conseil, négociant des contrats et prenant la parole lors de conférences dont les billets coûtaient plus que mon premier mois de loyer à New York. Lorsque Forbes m'a ajouté à sa liste des 30 under 30, j'ai tenu le magazine dans mes mains et j'ai regardé la page jusqu'à ce que l'impression se brouille. C'était le genre de reconnaissance qui aurait dû rendre mes parents fiers, le genre de titre qu'ils auraient pu montrer à leurs voisins. Pour moi, c'était la preuve que toutes les nuits d'épuisement et de doute en valaient la peine. Pour eux, c'est devenu quelque chose de complètement différent. Un week-end, je suis rentré à Cincinnati pour une visite en famille. La maison était la même, le revêtement beige s'estompant avec le temps, la pelouse tondue à la perfection. Mon père, Thomas, m'a accueilli avec son hochement de tête régulier et sa poignée de main chaleureuse, mais ma mère Margaret semblait plus préoccupée de savoir si mes talons ne rayeraient pas ses sols propres. Émilie était déjà arrivée avec son sourire facile et ses histoires sur sa classe.
Daniel dessinait quelque chose dans un coin, perdu dans son propre monde. Au dîner, l'une des voisines est passée apporter des biscuits. Elle avait vu l'article dans Forbes et n'arrêtait pas d'en parler. Elle m'a souri et a dit à quel point c'était impressionnant de voir quelqu'un de notre quartier faire la une de l'actualité nationale. Mes joues ont rougi de gratitude. Mais avant que je ne puisse répondre, Margaret a laissé échapper un rire qui a coupé comme une lame. Oh, ce magazine, a-t-elle dit, toujours à la recherche d'histoires tape à accent grave l'œil. Ce n'est que pour le spectacle. Amélia est douée en publicité, c'est tout. Je suis resté là, figé. Un sourire poli collé sur mon visage tandis qu'à l'intérieur quelque chose se tordait. La voisine a eu l'air mal à l'aise, a déplacé son assiette et a rapidement changé de sujet. Mon père s'est raclé la gorge et a passé le sel. Personne n'a contesté Margaret. Personne ne l'a jamais fait. J'ai essayé de l'ignorer, en me disant que peut-être elle ne le pensait pas comme ça, mais le schéma s'est répété. Chaque fois que quelqu'un mentionnait mon succès, Margaret trouvait un moyen de le minimiser. Elle disait à ses proches que la presse ne se souciait que de l'argent, que les entreprises comme la mienne allaient et venaient comme des modes. Pour elle, je n'étais pas une fille qui avait construit quelque chose contre vent et marée. J'étais une fille qui dépensait trop, qui visait trop haut et qui avait besoin d'être remise à sa place. La distance entre nous s'est accrue. Les appels téléphoniques sont devenus plus courts. Les visites à la maison me laissaient épuisé. Même lorsque j'essayais de partager une joie sincère, comme la signature d'un accord avec une grande banque ou un déménagement dans un meilleur bureau, elle pinçait les lèvres et disait des choses comme « J'espère que tu en économises une partie ». Ou « Cela semble extravagant ». C'était comme si chaque étape ne faisait que prouver son point de vue que j'étais irresponsable. Le moment le plus difficile est arrivé un après-midi d'été où je me suis arrêté à une collecte de fonds de l'église en ville. Margaret discutait avec un groupe de ses amis près des tables de vente de pâtisserie. Je me suis approché derrière elle juste au moment où l'une des femmes a dit à quel point elle devait se sentir chanceuse d'avoir une fille aussi prospère. J'ai attendu le sourire, le hochement de tête, les mots de fierté. Au lieu de cela, j'ai entendu ma mère rire bas et sec. Amélia dépense l'argent comme de l'eau. Elle n'a aucun sens des limites. Je crains qu'elle ne s'y noie un jour. Je me suis figé sur place, le son des enfants jouant sur le parking s'estompa dans le silence de mes oreilles. Ses amis ont gloussé poliment, et l'une d'elles m'a aperçu là, debout. Leurs sourires ont vacillé. Margaret s'est retournée, son visage se durcissant quand elle a réalisé que je l'avais entendu. Je me suis forcé à sourire et j'ai marché vers les tables, faisant semblant de regarder les tartes. À l'intérieur, je brûlais. Ce n'était pas juste un renvoi. C'était une trahison. Devant ses amis, elle a dépouillé tout ce pour quoi j'avais travaillé, me réduisant à une dépensière négligente, quelqu'un dont on pouvait médire au lieu de quelqu'un à respecter. Cette nuit-là, je me suis allongé dans la chambre d'amis, fixant le plafond, écoutant le grincement familier de la vieille maison, et j'ai senti l'abîme entre nous s'élargir. Mon succès avait bâti des murs au lieu de ponts. Je voulais sa fierté. Ce que j'ai eu, c'est du mépris. Et le pire, c'est de réaliser que, peu importe à quel point je grimpais, Margaret ne me verrait jamais comme autre chose que la fille qui demandait une robe verte dont elle disait que je n'avais pas besoin. L'ironie de tout cela était que, tandis que ma mère me rejetait comme étant imprudente, j'étais celle qui, discrètement, maintenait leur monde à flot. Pendant 4 années consécutives, j'avais viré $5000 sur leur compte chaque mois. Cet argent couvrait l'hypothèque de la maison de Cincinnati, les impôts fonciers qui semblaient augmenter chaque année, les primes d'assurance, les paiements de leur voiture, même les factures médicales surprises qui les auraient autrement enterrées. Lorsque leur toit a fui après une tempête, j'ai payé l'entrepreneur. Lorsque le médicament pour la tension artérielle de mon père était trop cher, j'ai couvert la facture de la pharmacie. Lorsque leur anniversaire est arrivé, je leur ai réservé une croisière aux Caraïbes, en leur disant que c'était un cadeau d'une promotion de voyage pour qu'ils ne discutent pas. Il ne s'agissait jamais de l'argent lui-même. Il s'agissait d'amour, de vouloir qu'ils aient la paix dans leurs dernières années. Je me souvenais de ce que c'était de grandir dans une maison où chaque dollar était scruté, où l'indulgence était un gros mot. Je pensais que peut-être si je portais leur fardeau, ils verraient enfin que tout mon travail acharné signifiait aussi quelque chose de bon pour eux. Mon père en savait des bribes. Parfois, il me jetait un coup d'œil lorsqu'un nouvel appareil apparaissait dans la cuisine ou lorsque la facture d'impôt arrivait sans panique dans ses yeux. Il hochait légèrement la tête,
presque comme pour dire merci, mais ils ne prononçaient jamais les mots. Margaret agissait comme si tout venait de leur discipline et de leurs économies. Elle se vantait auprès de ses amis de la façon dont elle et Thomas géraient si sagement leur retraite, de la façon dont vivre selon leurs moyens les avait maintenus en sécurité. Au début, j'ai laissé faire. La fierté était compliquée, et si faire semblant la faisait se sentir forte, je pouvais le permettre. Mais au fil des ans, le silence a commencé à peser plus lourd. Je m'asseyais en réunion, négociant des contrats valant des millions, puis je rentrais chez moi le week-end et j'écoutais ma mère dire à des proches qu'Emily était la fille dont elle n'avait jamais eu à se soucier, celle qui savait vivre de manière responsable. L'implication planait dans l'air comme un couteau. Amélia dépense, Emily économise. Un après-midi d'automne, ma cousine Rachel m'a appelé à l'improviste. Elle avait croisé Margaret à l'épicerie et pensait qu'elle devrait me prévenir. Ta mère disait à tout le monde dans la file à quel point elle est fière d'Emily, a dit Rachel, sa voix hésitante. Elle a dit qu'Emily est le vrai succès de la famille, vivant modestement, pas comme toi, avec tes manières de grande ville. Les mots m'ont piqué si fort que j'ai dû m'asseoir à mon bureau. J'ai regardé par la fenêtre l'horizon de Manhattan, la ville que j'avais combattu bec et ongle pour conquérir, et je me suis senti comme si j'avais 16 ans, demandant cette robe verte. Je voulais crier que pendant qu'Emily était louée pour sa modestie, c'était mes chèques qui les maintenaient sous un toit. Cette nuit-là, j'ai ouvert la feuille de calcul où je suivais chaque transfert. 240 000 $ sur 4 ans. Elle me regardait en noir et blanc. Les chiffres ne mentent pas, mais les gens le font. Les histoires de Margaret ont effacé mon sacrifice et m'ont dépeinte comme une femme qui gaspillait de l'argent. J'ai essayé de parler à mon père un soir quand il a appelé pour demander comment allaient les affaires. Papa, ai-je dit doucement. Penses-tu que maman apprécierait de savoir à quel point je fais pour vous deux? Il y a eu une pause à l'autre bout, puis sa voix basse. Ta mère croit ce qu'elle veut croire, Amélia. C'est plus facile de ne pas discuter. Et c'était tout. Il en savait assez pour comprendre, mais pas assez pour lui tenir tête. J'ai raccroché avec un nœud dans la gorge. J'ai repensé aux fois où j'avais payé leur visite chez le dentiste, aux mois où Daniel avait du mal avec ses petits boulots artistiques et où j'avais discrètement couvert ses prêts étudiants aussi. À la façon dont Emily n'avait jamais demandé comment nos parents réussissaient à garder la maison, même en les entendant se plaindre des dépenses. Personne n'a demandé. Ils voulaient tous le confort sans la vérité. Un Thanksgiving, Margaret s'est assise à table avec des proches réunis et a loué Emily pour avoir apporté des tartes faites maison, tout en me lançant un autre coup de couteau. Amélia passe sa vie dans les aéroports et les restaurants, dit-elle avec un sourire mince. Emily est celle qui garde les pieds sur terre. J'ai siroté mon vin en silence, ravalant la vérité que la dinde même qu'il mangeait avait été achetée avec une carte d'épicerie que j'avais rechargée pour mes parents la semaine précédente. Le silence dans cette pièce était suffocant. De retour à New York, je me suis jeté encore plus fort dans le travail, me disant qu'un jour la vérité compterait. Mais dans mon cœur, je savais qu'elle comptait déjà. La vérité était que ma générosité était devenue invisible, cachée sous la fierté et la langue acérée de Margaret. Le téléphone a sonné tard un soir. C'était Emily, sa voix brillante d'excitation. Maman se vantait de moi à l'église aujourd'hui, dit-elle. Mon cœur s'est levé pendant une fraction de seconde jusqu'à ce qu'Emily continue, elle a dit à tout le monde que je suis sa vraie fierté et sa joie, celle qui comprend ce que cela signifie de vivre selon ses moyens. Elle a dit, tu n'as aucune limite, que l'argent te file entre les doigts. J'ai remercié Emily de me l'avoir dit et j'ai raccroché avant qu'elle ne puisse entendre ma voix trembler. Assise là dans mon pentouse, la ville bourdonnant en dessous, j'ai senti cette vieille blessure s'ouvrir de nouveau. J'avais construit un empire. J'avais porté ma famille. Et pourtant, pour ma propre mère, je n'étais rien d'autre qu'une femme qui n'avait jamais appris à arrêter de dépenser. Le silence de cette pièce m'oppressait comme pour dire que cela ne concernait plus seulement l'argent. Il s'agissait d'un amour refusé, d'une gratitude retenue, et de la douloureuse prise de conscience qu'aucun sacrifice ne pourrait acheter l'approbation que j'avais poursuivie toute ma vie. Je voulais terminer cette année différemment. Noël approchait et au lieu de l'amertume, je me suis dit que je créerais un moment qui pourrait enfin guérir la distance. J'ai réservé une table privée au Gramercy Tavern à New York, l'un de mes restaurants préférés, où la nourriture était de l'art et l'atmosphère était chaleureuse sans être prétentieuse. Je nous ai imaginés ensemble sous une lumière douce, la pièce remplie de l'odeur de pain et de cannelle, le son des verres qui tintent au lieu des mots tranchants.
J'avais préparé le cadeau avec soin. Des mois plus tôt, j'avais choisi une Rolex submarinée en acier inoxydable avec un cadran noir, élégante mais solide. Elle avait coûté 15 000 $. Et lorsque j'ai fait glisser ma carte sur le comptoir, je n'ai pas pensé au prix. J'ai pensé au visage de ma mère, à la façon dont je voulais qu'elle ressente le poids de ma gratitude. Il ne s'agissait pas de faire étalage. Il s'agissait de la remercier pour les années où elle m'avait élevé, même lorsque nous ne nous comprenions pas. Je voulais qu'elle voie que chaque sacrifice qu'elle avait fait m'avait mené ici, et que je pouvais l'honorer avec quelque chose de durable. Alors que j'emballais la boîte dans du papier vert foncé noué d'un ruban argenté, je me suis laissé croire qu'elle pourrait enfin sourire avec fierté. J'aurais presque pu l'entendre dire à ses amis plus tard que sa fille s'était souvenue d'elle d'une manière si attentionnée. Quelques jours avant Noël, mon père a appelé. Sa voix était calme comme toujours, mais il y avait une hésitation dans la façon dont il s'est raclé la gorge. « Amélia, dit-il, ta mère est nerveuse à propos de ce restaurant. Elle l'a cherché en ligne. Elle a vu les prix. » Je me suis assise sur ma chaise, regardant l'horizon depuis la fenêtre de mon bureau. « Papa, c'est Noël. Il ne s'agit pas des prix. Il s'agit de célébrer. Je peux me le permettre. Je veux ça. » Il fit une pause, puis dit doucement, « Elle pense que c'est trop. » J'ai fermé les yeux, ravalant ma frustration. Trop. Tout était toujours trop pour Margaret. Mais j'ai adouci mon ton et lui ai dit de ne pas s'inquiéter, que j'avais tout sous contrôle. Nous avons terminé l'appel poliment, mais l'inquiétude s'est installée dans ma poitrine comme une pierre. Le lendemain soir, j'ai eu ma réponse plus clairement. Je m'étais arrêté dans un café près de mon bureau et je payais mon café quand j'ai remarqué Émilie assise à quelques tables de là, son téléphone collé à l'oreille. Elle ne m'avait pas vu. J'ai entendu le son de sa voix en passant et je me suis figé quand j'ai entendu le nom de ma mère. Elle chuchotait d'un ton conspirateur. « Maman, je sais. Je sais. Je la surveillerai. Ne t'inquiète pas. Je ne la laisserai pas faire en sorte que tout tourne autour de l'ostentation. Laisse-la faire son truc. Laisse-la dépenser. Tout le monde verra. » Mon estomac s'est serré. Je me suis reculé derrière une colonne et j'ai écouté Émilie continuer. « Oui, maman. Je comprends. Laisse-la juste faire son numéro. Nous serons polis. Ensuite, les gens sauront qui elle est vraiment. » Les mots ont frappé plus fort que prévu. Donc, il ne s'agissait pas seulement de nervosité à propos du restaurant. C'était un plan. Margaret avait déjà décidé de transformer mon cadeau en une performance, une scène où elle pourrait encore une fois me dépeindre comme la fille extravagante qui avait besoin d'être remise à sa place. Émilie a raccroché et a ramassé ses affaires, toujours inconsciente de ma présence à proximité. J'ai quitté le café avant qu'elle ne puisse me voir. Mon café oublié sur le comptoir. Dehors, le vent d'hiver me fouettait le visage, mais je le sentais à peine. La voix de ma mère résonnait dans mon esprit, non pas parce que je l'avais entendue directement, mais parce que j'en avais entendu des versions toute ma vie, gaspilleuse, ostentatoire, irresponsable. J'ai marché dans les rues de Manhattan cette nuit-là, des lumières de fête accrochées au-dessus de moi et l'odeur de marron rôti flottant des marchands. Pourtant, je ne ressentais aucune joie. Je ne ressentais que le poids de cette boîte emballée qui m'attendait à la maison, le papier vert et les rubans argentés soudainement lourds d'une attente qui ne serait peut-être jamais satisfaite. Pourtant, je ne pouvais pas me résoudre à annuler. Une partie de moi, cette petite fille, espérant toujours l'approbation, croyait que peut-être cette fois serait différente. Peut-être que le repas, le cadre, le cadeau l'adoucirait. Peut-être que, entourée de sa famille et de la chaleur de Noël, elle baisserait enfin sa garde. J'ai rangé la Rolex dans mon placard, bien cachée derrière des pulls pliés, et je l'ai fixée longtemps. Mon reflet dans la boîte brillante me regardait, interrogateur. Je me suis murmuré que même si elle la rejetait, même si elle riait, je saurais la vérité. Je saurais que mon cœur était au bon endroit. Alors que la ville dehors bourdonnait de joie festive, je me tenais dans le silence de mon pantouse et me demandais combien de temps encore je pouvais continuer à espérer quelque chose qui ne semblait jamais venir. Gramercy Taverne brillait d'une chaleur de fête lorsque je suis arrivé tôt le soir de Noël. La salle à manger sentait le pain et les herbes rôties, des couronnes pendaient le long des murs, et un arbre scintillait près de l'entrée avec des lumières blanches et des rubans rouges. Le personnel me connaissait de visites précédentes et m'a conduit à la table privée que j'avais réservée.
Le bois poli et long brillait sous la lumière des bougies, les verres déjà posés, les serviettes pliées avec soin comme des origamis. J'ai mis la petite boîte verte emballée dans mon sac et j'ai respiré profondément. Ce soir devait bien se passer. Un par un, ma famille est arrivée. Daniel est venu en premier, son manteau un peu trop fin pour le froid, mais son sourire large. Il m'a serré fort dans ses bras et a murmuré que l'endroit était magnifique. Émilie a suivi, lissant nerveusement sa robe foncée, ses yeux parcourant les décorations comme si elle calculait le prix de chacune. Derrière elle, mes parents sont entrés ensemble. Thomas, raide dans un costume qu'il portait rarement. Margaret, enveloppée dans son manteau bleu marine et ses perles, ses yeux balayant la pièce avec une suspicion exercée. Derrière eux, il y avait les Greenwood, des cousins qui ne manquaient jamais une fête. Et enfin, Nancy, notre voisine de Cincinnati, qui était de passage en ville pour rendre visite à sa sœur. Elle avait été invitée par Margaret à la dernière minute, ce que j'ai réalisé avec un pincement au ventre. J'ai salué tout le monde avec des sourires, les dirigeant vers leur siège. J'avais choisi la disposition, plaçant soigneusement Margaret à la tête, avec Thomas à ses côtés, Émilie et Daniel en face, et moi à l'extrémité lointaine pour pouvoir voir tous leurs visages. Nancy et les Greenwood ont rempli les chaises restantes, bavardant sur la ville, le froid, la beauté de la salle à manger. Alors que nous nous installions, j'ai levé mon verre et j'ai souhaité à tous un joyeux Noël, ma voix était ferme, même si mon cœur battait la chamade. Daniel a applaudi légèrement et a plaisanté en disant qu'il allait commander tout ce qu'il y avait sur le menu. Émilie a souri faiblement et a tendu la main vers la corbeille à pain. Mon père a simplement ajusté sa serviette, son silence, disant ce qu'il ne disait pas. Les menus ont été distribués. J'avais choisi Gramercy Taverne précisément pour son mélange de confort et de raffinement, mais je savais que les prix piqueraient. Margaret a ouvert le sien, son doigt manucuré traçant la page. Un lent sourire narquois a courbé ses lèvres. Bon sang, murmura-t-elle assez fort pour que la table l'entende. Seul un fou paierait autant pour une dinde rôtie. Les mots sont restés lourds, suivis d'une toux gênée de l'un des cousins. Nancy a pincé les lèvres, ses yeux se posant sur les miens. J'ai forcé un sourire, ignorant la rougeur qui montait à mes joues. Daniel a essayé de détendre l'atmosphère. Allez, maman, dit-il, c'est Noël. Si quelqu'un mérite de se faire plaisir un peu, c'est Amélia. Margaret a claqué le menu avec un bruit sec. Se faire plaisir est un mot. Gaspiller en est un autre. Ma poitrine s'est serrée. Je sentais le serveur planer à proximité. Son sourire professionnel figé, attendant les commandes. J'ai rapidement posé des questions sur les plats du jour, lui donnant quelque chose à faire pendant que j'essayais de me ressaisir. À l'intérieur, cependant, la vieille douleur pressait contre mes côtes. C'était toujours la même chose. Peu importe l'effort, peu importe l'intention, ma mère trouverait le défaut. Émilie s'est raclé la gorge, sa voix douce. L'endroit est magnifique, Amélia. Merci de nous avoir invités. J'ai croisé son regard et j'ai hoché la tête, reconnaissante de cette bouée de sauvetage. Mais Margaret n'avait pas fini. Elle s'est penchée en arrière dans sa chaise, observant la pièce avec une sorte de dédain, comme si chaque surface polie était la preuve de mon arrogance. Tout ça pour un dîner, dit-elle. Imaginez combien de mois de course cela pourrait acheter. La table est redevenue silencieuse. J'ai regardé les bougies vaciller, les arbres brillaient dans le coin, la neige commençant à tomber à l'extérieur des larges fenêtres. Pendant un instant, j'ai voulu disparaître dans cette neige, sortir et respirer l'air libre de ses pics. Mais je suis resté parce que ce soir n'était pas seulement pour moi. C'était pour nous tous, pour créer un souvenir qui pourrait s'élever au-dessus du passé. Le serveur est revenu et nous avons passé nos commandes. Margaret a choisi le plat de poulet le plus simple du menu, s'assurant d'annoncer qu'il était au moins raisonnable. Thomas a commandé discrètement. Daniel a choisi le canard avec une excitation évidente, tandis qu'Émilie a choisi du poisson, jetant toujours un coup d'œil aux chiffres sur la page. Les Greenwood ont commandé avec confiance, Nancy avec une hésitation polie. Quand mon tour est venu, j'ai choisi un plat de saison sans hésitation, laissant ma voix calme masquer la tempête dans ma poitrine. Le vin a été versé, les verres levés. Pendant quelques minutes, la conversation s'est détendue. Daniel a raconté une histoire sur une exposition d'art à Brooklyn, faisant rire tout le monde.
Émilie a décrit ses élèves en difficulté avec les examens d'hiver. Même mon père a ri à la blague d'un cousin sur les longues files d'attente à l'aéroport. Pendant un bref instant, la pièce est redevenue chaleureuse. Mais en regardant Margaret au bout de la table, la voyant siroter son vin avec ce sourire tendu, je savais que la soirée ne faisait que commencer à me tester. Le commentaire sur le menu n'était que le premier acte. La vraie performance, je le craignais, était encore à venir. Les paniers de pain chaud et les petites assiettes de beurre ont été ramenés par le serveur, et la conversation autour de la table a repris timidement, comme si tout le monde craignait de marcher sur des œufs. Daniel a essayé de combler le silence en racontant l'histoire d'un client qui voulait qu'il conçoive une fresque murale dans un café. Les cousins ont hoché la tête poliment, mais je sentais les yeux de Margaret revenir vers moi comme si elle attendait sa prochaine occasion. J'ai étalé un morceau de pain, me forçant à choisir, lentement, faisant semblant que ma poitrine ne se serrait pas d'effroi. Je connaissais ses habitudes. Elle ne frappait jamais d'un seul coup. Elle testait le poids, puis appuyait plus fort. Et bien sûr, alors que le serveur débarrassait les premières assiettes, elle s'est penchée légèrement en avant, ses perles captant la lumière, son sourire trop aiguisé pour être gentil. Amélia a toujours eu le goût du dramatique, a-t-elle annoncé à la table, sa voix portant par-dessus le cliquetis de la vaisselle. Même enfant, elle voulait des choses plus grandes, plus brillantes, plus bruyantes. Je suppose que certaines personnes ne grandissent jamais. Les Greenwood se sont agités sur leur siège. Nancy a pincé les lèvres et m'a jeté un regard qui disait qu'elle en comprenait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Émilie a baissé les yeux sur sa serviette, ses doigts pliant le coin du tissu comme si c'était le plus délicat des origamis. Je me suis forcé à répondre calmement. Une partie de cette détermination m'a aidé à construire Bright Pet, ai-je dit, me tournant vers les cousins et Nancy. Nous avons commencé avec rien et maintenant nous avons des bureaux dans 3 villes. Nous avons pu aider des milliers de familles à mieux gérer leur argent. Pendant un bref instant, la pièce s'est adoucie. L'un des cousins a hoché la tête, impressionné. C'est vraiment incroyable, Amélia. Ça doit faire du bien de voir tout ce travail porter ses fruits, mais le rire de Margaret a brisé cette fragile approbation comme du verre se brisant sur du carrelage. Aider les familles, a-t-elle répété, sa voix dégoulinant de sarcasme. Ne faisons pas semblant. La fintech n'est qu'une autre façon de soutirer de l'argent à des gens qui ne savent pas mieux. Tu peux l'enrober de jolis mots, mais au final, c'est juste profiter du petit gars. L'air autour de moi s'est refroidi. Ma fourchette planait inutilement au-dessus de mon assiette. Mon père s'est raclé la gorge comme s'il allait parler, puis a changé d'avis et a attrapé son verre d'eau à la place. Les joues d'Émilie ont rougi alors qu'elle baissait les yeux. Daniel s'est penché en avant, sa voix serrée. Ce n'est pas juste, maman. Tu ne sais même pas ce qu'elle fait. Margaret a haussé les sourcils. Je n'ai pas besoin de connaître les détails pour voir la vérité. Tout ce que je vois, ce sont des gros titres et des dîners coûteux. Elle a agité la main vers la salle à manger décorée, vers l'arbre scintillant dans le coin, les serveurs se déplaçant gracieusement entre les tables. C'est ce qu'elle pense prouver sa valeur. J'ai serré les mains sous la table, me mordant les paumes. Je voulais me défendre, exposer chaque statistique, chaque histoire de mères célibataires qui avaient économisé suffisamment grâce à Bright Pay pour acheter leur première voiture, de retraités qui réussissaient à vivre sans dette grâce aux outils que nous fournissions. Mais je pouvais déjà voir que rien de ce que je dirais ne compterait. Pourtant, j'ai essayé. Nous avons réduit les frais que les banques ont facturés pendant des années. Nous avons donné aux gens des outils auxquels ils n'avaient jamais eu accès auparavant. J'ai vu des clients rembourser leurs dettes et commencer à épargner pour la première fois. Ce n'est pas de l'exploitation, c'est de l'émancipation. Margaret a penché la tête et a fait un lent sourire. Ou peut-être que c'est juste un moyen pratique de vous acheter des éloges tout en continuant à dépenser comme s'il n'y avait pas de lendemain. Le silence est retombé, lourd et suffocant. J'ai entendu le tintement des verres des autres tables, les rires feutrés d'étrangers profitant de leur dîner de Noël, et cela a rendu le silence à la nôtre d'autant plus douloureux. Nancy a finalement pris la parole, sa voix hésitante. Eh bien, je pense que c'est merveilleux qu'Amélia ait travaillé si dur. Peu de gens pourraient construire quelque chose à partir de rien comme ça. Margaret a posé son regard sur elle, polie mais tranchante. Le travail acharné est une chose. Jeter l'argent par les fenêtres en est une autre. J'ai fixé la bougie vacillante au centre de la table, me forçant à rester calme. Ma poitrine se soulevait et s'abaissait avec l'effort de respirer régulièrement.
Je me suis rappelé chaque leçon apprise dans les salles de conseil, chaque fois que j'avais fait face à un investisseur sceptique. Gardez votre voix ferme. Ne les laissez pas vous voir ébranler. Alors, j'ai levé mon verre de vin, j'ai souri faiblement et j'ai dit, je suis fier de ce que j'ai construit, quoi que quiconque en dise. Émilie m'a regardé, les yeux écarquillés et implorants, comme si elle souhaitait pouvoir dissoudre la tension d'un mot. Thomas a finalement parlé, sa voix basse et fatiguée. Profitons simplement du dîner. C'est Noël. Mais Margaret ne voulait pas en rester là. Elle a pris sa fourchette et l'a tapée légèrement contre son assiette. Profitez du dîner, dit-elle. C'est facile quand quelqu'un d'autre paie la note. Les mots ont fait mal. La chaise de Daniel a raclé le sol alors qu'il se tortillait d'inconfort. Les Greenwood ont évité mon regard complètement, leurs yeux fixés fermement sur la nappe. J'ai avalé difficilement, sentant la brûlure dans ma gorge. La Rolex emballée dans mon sac semblait pulser comme un poids lourd d'espoir qui me filait déjà entre les doigts. Je voulais lui dire la vérité, annoncer à tout le monde à table combien d'hypothèques, de factures et de dépenses médicales j'avais discrètement couvertes, combien de son confort était bâti sur mon sacrifice. Mais je me suis retenu. Au lieu de cela, j'ai serré mes mains sur mes genoux et j'ai forcé ma voix à rester calme. Certaines choses valent la peine d'être célébrées, ai-je dit doucement. Même si tout le monde ne les comprend pas. Margaret s'est penchée en arrière dans sa chaise et a souri, ses yeux brillants de triomphe, comme si ma retenue était la preuve qu'elle avait gagné. J'ai senti mes ongles s'enfoncer plus profondément dans mes paumes, mais j'ai refusé de lui donner la satisfaction de me voir craquer. Les plats principaux sont arrivés juste à ce moment-là, des assiettes de dinde, de canard, de saumon et de légumes de saison posées devant nous. Le serveur a versé plus de vin, inconscient du champ de bataille dans lequel il s'était aventuré. Autour de la table, le cliquetis des couverts a repris, mais la chaleur de la soirée s'était évanouie. Chaque bouchée avait un goût de cendre. En levant ma fourchette, je savais que la nuit était loin d'être terminée. Margaret avait versé son premier sang en public, et le pire, je le craignais, était encore à venir. Les assiettes du plat principal furent débarrassées, et le doux bourdonnement de la salle à manger nous enveloppa comme un rideau derrière lequel je voulais désespérément me cacher. Ma fourchette reposait intacte sur le linge, mon estomac noué. J'ai jeté un coup d'œil à mon sac, le papier vert et le ruban argenté attendant, et je me suis dit que je pouvais encore redresser cette soirée. Peut-être que si je lui montrais ce que j'avais choisi, elle me verrait enfin pour ce que je voulais être à ses yeux, et non la caricature qu'elle peignait toujours. Je me suis agité sur ma chaise, j'ai lissé la serviette sur mes genoux, et je me suis levé lentement. Tout le monde à table a levé les yeux. Le tintement des verres des tables voisines semblait s'estomper, ne laissant que le son de ma voix alors que je me stabilisais. J'ai un cadeau pour toi, maman. Joyeux Noël. Margaret a incliné la tête, son sourire poli mais froid. Un cadeau, répéta-t-elle doucement, étirant les mots comme si elle les goûtait. J'ai fouillé dans mon sac, j'ai sorti la petite boîte emballée dans du papier vert et je l'ai posée délicatement devant elle. Le ruban chatoyait à la lumière des bougies, attirant tous les regards. Émilie s'est penchée légèrement en avant. Daniel s'est arrêté au milieu d'une phrase et même Nancy s'est rapprochée. Sa curiosité à son comble. Pendant un instant, l'air a retenu une anticipation fragile. Margaret a décollé le ruban, ses doigts délibérés, ses ongles accrochant le papier jusqu'à ce qu'il se déchire. La boîte en velours est apparue, noire et brillante. Elle l'a ouverte d'un clic, et la Rolex submarinée a brillé sous la lumière, le bracelet en acier, le cadran noir profond, l'incontournable logo de la couronne. C'était tout ce que j'avais imaginé lui offrir. Un murmure s'est élevé autour de la table. Daniel a sifflé doucement avant de se reprendre. Les lèvres d'Émilie se sont entr'ouvertes, ses yeux passant de la montre à mon visage. Les cousins ont échangé des regards, leurs expressions oscillant entre admiration et incrédulité. Mais le visage de Margaret racontait la vraie histoire. La surprise a éclairé le visage pendant une fraction de seconde, puis a fondu en quelque chose de plus tranchant, de plus cruel. Sa bouche s'est tordue en un rire sec et cassant. « Oh, Amélia, dit-elle, sa voix dégoulinante de dédain. Une Rolex ?» Bien sûr, le rire qui a suivi n'était pas joyeux. Il était moqueur. C'était le son de quelqu'un qui méprisait tout ce que j'avais essayé de donner. La table est restée silencieuse. Les fourchettes planaient en l'air, les verres, figés à mi-chemin des lèvres.
Même les serveurs qui passaient semblaient sentir la tension et se déplacer plus silencieusement. Ma poitrine s'est serrée alors que la chaleur montait à mes joues. J'ai ouvert la bouche pour expliquer, pour lui dire que c'était un symbole de gratitude, un rappel de tout ce qu'elle m'avait donné, mais les mots sont restés bloqués dans ma gorge. Margaret a levé la montre entre deux doigts, la tenant haut pour que tout le monde la voie, comme si elle exposait une fraude. Regardez ça, a-t-elle annoncé, secouant la tête. 15 000 $, je parie. Elle l'a remise dans la boîte d'un coup sec, puis me l'a repoussée. Tu n'es rien d'autre qu'une radine. Les mots ont plané dans l'air comme une lame. Mon souffle s'est coupé, ma vision s'est brouillée un instant. Radine. Le mot qu'elle avait utilisé toute ma vie. Le mot qui m'avait suivi depuis la robe verte au lycée jusqu'à chaque étape depuis. Elle avait choisi ce mot parce qu'elle savait qu'il blesserait plus profondément que tout autre. Les joues d'Émilie ont viré au cramoisi. Elle a baissé la tête rapidement, fixant ses genoux, ses mains serrées autour de sa serviette. Daniel était raide sur sa chaise, sa fourchette lui glissant des mains et claquant sur son assiette. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'est sorti. Nancy a halté, une petite inspiration aiguë, ses yeux écarquillés d'horreur. Les Greenwood ont évité de me regarder du tout, leur regard fixé fermement sur la nappe. J'ai senti le poids de tous les regards sur moi, pressant contre ma peau. La pièce était silencieuse, à l'exception du léger crépitement de la cheminée de l'autre côté de la salle à manger et du tintement des couverts d'étrangers qui n'avaient aucune idée de la tempête qui faisait rage à notre table. Je voulais crier, lui dire à quel point elle avait tort, étaler chaque virement bancaire, chaque facture que j'avais payée, chaque mois d'hypothèque que j'avais supporté pour elle. 240 000 $ sur 4 ans donnés discrètement sans jamais demander de remerciement. Ce n'était pas radin. C'était un sacrifice. C'était de l'amour. Mais les mots sont restés enfermés dans ma poitrine. Mes ongles s'enfonçaient dans mes paumes sous la table. Ma gorge brûlait à force de ravaler tout ce que je voulais déchaîner. Margaret s'est penchée en arrière dans sa chaise, ses yeux parcourant la pièce avec une sorte de triomphe. C'était ça, le moment qu'elle attendait. Elle m'avait humilié devant tout le monde, et elle s'en délectait. Thomas s'est agité à côté d'elle, ses lèvres étroitement serrées, sa main frottant l'arête de son nez. Il ne m'a pas défendu. Il ne l'a jamais fait. Les épaules d'Émilie se sont voûtées comme si elle voulait disparaître. Daniel a finalement retrouvé sa voix, murmurant à voix basse, « Maman, s'il te plaît. » Mais Margaret l'a ignoré. J'ai regardé la Rolex, scintillante dans sa boîte, souillée maintenant, non plus un cadeau, mais une arme qu'elle avait tournée contre moi. Ma poitrine s'est soulevée une fois, deux fois alors que je forçais ma respiration à se stabiliser. L'air était lourd, suffocant, m'oppressant du poids de toutes les années qui avaient mené à ce moment. L'arbre scintillait dans le coin de la pièce, les bougies vacillaient sur la table, et personne ne parlait. C'était comme si le monde entier s'était arrêté, figé dans l'ombre d'une seule phrase. Radine. Je suis resté assise là, les mains tremblantes sous la nappe, et j'ai réalisé que la nuit avait enfin montré son vrai visage. La blessure qu'elle m'avait infligée n'était pas seulement une insulte. C'était la preuve finale de tout ce que j'avais craint depuis le début. Rien de ce que je faisais, rien de ce que je donnais ne serait jamais suffisant. Et dans ce silence insupportable, quelque chose de profond en moi a commencé à changer. Ma chaise me semblait trop petite pour le poids que je portais. Alors je l'ai repoussée et je me suis levé lentement, laissant le son des pieds raclant le sol déchirer le silence. Tous les regards à table se sont tournés vers moi. Je me tenais droite, les mains stables le long de mon corps. Et pour la première fois cette nuit-là, je n'avais pas peur de ce qui sortirait de ma bouche. Vous voulez me traiter de radine, ai-je dit, gardant ma voix égale. Alors parlons de ce à quoi ressemble vraiment la radinerie. Margaret a cligné des yeux, surprise que j'ai parlé. Son sourire narquois a vacillé. J'ai jeté un coup d'œil aux cousins, à Nancy, à Émilie et Daniel. Ils attendaient, retenant leur souffle. Au cours des 4 dernières années, ai-je commencé, j'ai envoyé 5 000 $ chaque mois à ce foyer. C'est l'hypothèque de la maison de Cincinnati. Ce sont l'assurance automobile, les impôts fonciers, les factures médicales, même le voyage d'anniversaire dont vous vous êtes vanté auprès de vos amis de l'église. Faites le compte, cela fait plus de 240 000 $. Discrètement, sans rien demander en retour, sans même entendre un simple merci. Une onde a parcouru la table.
Les yeux d'Émilie se sont écarquillés, son visage rougissant. La main de Daniel est tombée molle sur ses genoux, la bouche ouverte. Nancy a laissé échapper un souffle aigu et a murmuré sous son souffle, « Seigneur au ciel ». L'un des cousins a chuchoté quelque chose à l'autre, mais leurs yeux ne quittaient pas Margaret. Sa peau était devenue pâle. Elle a ouvert la bouche comme pour argumenter, mais aucun mot n'est sorti, sa main s'est serrée sur son verre de vin, la tige tremblant très légèrement. Vous vous tenez ici ce soir et vous vous moquez de moi parce que j'essaie de fêter Noël avec ma famille, ai-je continué, ma voix devenant plus forte. Vous regardez une montre et vous y voyez du gaspillage. Vous regardez un dîner et vous y voyez de l'arrogance. Mais ce que vous n'avez jamais vu, ce sont les chèques qui ont maintenu cette famille à flot. Vous avez laissé tout le monde croire que vous viviez selon vos moyens alors qu'en réalité, vous viviez de mon sacrifice. J'ai senti quelque chose se relâcher dans ma poitrine comme si des années à porter ce secret avaient été levées. Pour la première fois, je me fichais de qui le savait. Thomas s'est frotté l'arête du nez, son visage lourd de honte. Il a murmuré à Amelia, mais s'est arrêté, sa voix trop faible pour continuer. Émilie a baissé la tête, incapable de croiser mon regard. Daniel s'est penché en avant, ses lèvres s'entr'ouvrant comme pour dire quelque chose, puis se refermant. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti mon téléphone. La pièce était silencieuse, mais je n'ai pas hésité. J'ai fait défiler jusqu'au numéro que j'avais composé des centaines de fois et j'ai appuyé. David, c'est Amelia, ai-je dit quand mon conseiller financier a répondu. Oui, j'ai besoin que vous annuliez tous les virements automatiques vers le compte Parker immédiatement. Hypothèque, assurance, paiement de voiture, taxes, tout. La tête de Margaret s'est relevée d'un coup. Ses lèvres se sont entr'ouvertes d'horreur. Attendez, vous ne pouvez pas. J'ai continué. Et une autre chose, appelez la banque et faites-leur savoir que je ne garantirai plus la ligne de crédit Parker. Avec effet immédiat. La ligne a cliqué alors que David confirmait. Merci, ai-je dit. Et j'ai raccroché. J'ai remis le téléphone dans mon sac. Autour de la table, personne ne respirait. Même les serveurs semblaient avoir disparu de la salle à manger, comme si tout le restaurant était immobile. Le visage de Margaret était exsangue. Sa main, toujours agrippée au verre de vin, tremblait si violemment que le liquide frémissait contre le rebord. « Tu n'oserais pas, murmura-t-elle, sa voix se brisant. J'ai légèrement incliné la tête. Elle l'a déjà fait, murmura Nancy presque pour elle-même, mais assez fort pour que tout le monde l'entende. Mon Dieu, Margaret, tu vivais au crochet de ta fille tout ce temps. Les mots coupaient plus profondément que les miens ne l'auraient jamais pu. Margaret tressaillit, ses yeux parcourant la table, mais il n'y avait plus d'alliés. Les Greenwood fixaient leurs assiettes, les joues rouges de honte par procuration. Les yeux d'Émilie brillaient de larmes. Daniel secoua juste la tête avec incrédulité. Je me suis penché, j'ai ramassé mon manteau sur le dossier de ma chaise et je l'ai drapé sur mon bras. Ma voix était douce mais ferme. Tu m'as traité de radine, maman. La seule chose radine ici, c'était mon espoir de pouvoir acheter ta fierté. Cette erreur est la mienne, et ce soir, elle prend fin. J'ai glissé mon sac sur mon épaule, la boîte de la Rolex toujours à l'intérieur. Pendant un instant, je l'ai regardée, puis je l'ai regardée elle, et j'ai réalisé que cela n'avait plus d'importance. Je me suis tourné vers la porte, mes talons claquant sur le sol. Derrière moi, le silence devenait plus lourd, épais de honte et d'incrédulité. Je n'ai pas jeté un coup d'œil en arrière. Ni au visage frappé de Margaret, ni aux épaules courbées de Thomas, ni aux mains tremblantes d'Émilie, ni à l'expression stupéfaite de Daniel. Quand je suis sorti, l'air froid de la nuit m'a accueilli comme une marée purificatrice. La neige tombait du ciel, se posant sur mes cheveux et mon manteau. La ville brillait de lumière de Noël. Des chorales chantaient faiblement à un pâté de maison, et des rires s'échappaient d'autres restaurants où des familles trinquaient dans la joie. Mais à l'intérieur de Gramercy Taverne, ma famille était figée dans les ruines de l'illusion sous laquelle nous avions tous vécu. Et pour la première fois depuis des années, j'ai senti le poids se soulever de mes épaules en m'éloignant dans la neige qui tombait. La première lettre est arrivée 3 semaines plus tard, un papier blanc impeccable avec le sceau de la banque estampillé en bleu. Elle était adressée à la maison de mes parents à Cincinnati et, bien que je ne fusse pas censé la voir, Émilie m'a envoyé une photo avec un message qui disait simplement « Étais-tu au courant de cela ?» L'avis indiquait qu'ils avaient 3 mois de retard sur leur hypothèque et qu'à moins d'un paiement immédiat,
des procédures de saisie immobilière commenceraient. Mon nom n'était plus lié au compte. Le poids de ces mots était indéniable. La maison dans laquelle j'avais grandi, avec son revêtement beige et ses samedis matins remplis du bruit de la tondeuse de mon père, leur échappait. En février, les appels ont commencé. La banque a exigé le paiement. Les cartes de crédit ont gelé. Sans mes virements, la structure fragile qu'ils avaient construite s'est rapidement effondrée. Ils ont essayé de jongler avec les factures, empruntant sur un compte pour en couvrir un autre, mais les calculs ne fonctionnaient plus. En mars, un avis de shérif a été affiché sur la porte d'entrée. 30 ans de propriété disparus en une seule feuille de papier. Les voisins se tenaient sur leur porche, regardant les déménageurs emporter les meubles. Margaret gardait la tête haute devant eux, mais Emily m'a dit plus tard que ses mains tremblaient alors qu'elle emballait la vaisselle dans des cartons. Thomas est resté silencieusement dans son vieux fauteuil inclinable jusqu'à ce qu'il l'emporte, puis il est resté dehors, fixant le trottoir fissuré comme un homme 2 fois son âge. La voiture a suivi. Sans mes paiements, ils ne pouvaient pas maintenir l'assurance et le prêt. Ils l'ont revendu au concessionnaire pour une fraction de sa valeur. Ils sont partis dans une berline d'occasion qui tremblait à chaque feu rouge. Margaret a commencé à donner des cours après l'école, entrant dans les salles de classe avec des piles de cahiers, ses cheveux attachés serrés, ses épaules affaissées sous la tension. Thomas a trouvé un emploi saisonnier à préparer les déclarations de revenus dans un bureau de centre commercial, restant tard le soir sous les lumières fluorescentes. Emily m'a souvent appelé pendant ces mois, sa voix teintée de frustration. Tu aurais pu empêcher cela, Amelia. Tu n'avais pas à laisser les choses s'aggraver à ce point. Au début, j'ai laissé ces mots me traverser. J'avais porté la famille assez longtemps. Mais quand elle a visité Cincinnati un week-end et a vu ses parents assis à la table de la cuisine dans leur petit appartement en location, comptant les sous pour l'épicerie, quelque chose a changé. Elle m'a appelé cette nuit-là, sa voix douce et brisée. Je pense que je t'ai jugé trop vite. Pour une fois, je ne me suis pas précipité pour la réconforter. J'ai écouté. Puis j'ai dit doucement, tu as vu ce que j'ai vu pendant des années. Je n'étais pas la méchante. J'étais le filet de sécurité. Son silence a été plus long qu'un aveu silencieux. Je sais. Daniel, d'autre part, m'a soutenu dès le début. Il est venu à New York, apportant souvent des croquis et logeant dans la chambre d'amis de mon appartement. Un soir, alors que nous étions assis sur le balcon surplombant l'Hudson, il a secoué la tête. Je n'arrive pas à croire que maman t'ait dit ça. Radine. Après tout ce qui s'est passé. J'ai haussé les épaules, fixant l'horizon scintillant. Les mots ont du pouvoir, mais la vérité aussi. Il s'est adossé à sa chaise, son souffle formant un nuage dans l'air froid de la nuit. Je suis fier de toi, non seulement pour l'entreprise, mais pour avoir tenu tête. Personne d'autre n'aurait pu faire ça. En été, les dégâts étaient indéniables. Margaret, autrefois si prompte à me rejeter, commença à faiblir. Emily décrivit un après-midi où elle entra dans la cuisine de leur appartement en location et trouva notre mère assise à table, la tête dans les mains, les épaules tremblantes. Pour la première fois de ma vie, elle pleurait sans essayer de le cacher. Quand Emily lui demanda ce qui n'allait pas, Margaret murmura à travers ses larmes, « Je me suis trompée sur Amelia. Toutes ces années où je l'ai insultée. Toutes ces années où j'ai dit qu'elle était dépensière. C'était elle qui nous maintenait à flot, et j'ai tout détruit avec ma fierté. » Emily me raconta cette histoire des semaines plus tard. L'entendre n'effaça pas les cicatrices, mais cela eut l'effet d'une vérité attendue depuis longtemps. Ma mère, qui s'était moquée de moi en public et m'avait traité de radine, avait finalement craqué sous le poids de ses propres mensonges. Pendant ce temps, Thomas vieillit rapidement. Ses cheveux devinrent plus gris, ses épaules courbées par les longues heures passées au bureau des impôts. Margaret portait un sac fourre-tout rempli de feuilles de travail, prenant des bus pour des séances de tutorat dans des quartiers qu'elle m'avait autrefois dit d'éviter. Il vivait plus modestement que jamais, joignant les deux bouts chaque mois. Je leur rendis visite une fois sans prévenir. Le logement était simple, les murs nus. Margaret semblait plus mince, ses yeux cernés de fatigue. Elle ne me réprimanda pas et n'essaya pas de faire des manières. Elle hocha simplement la tête, sa voix étouffée. Le dîner est sur le feu. Nous mangeâmes en silence. Personne ne mentionna l'ancienne maison, ni la voiture, ni la montre toujours rangée dans sa boîte en velours dans mon placard à New York.
Mais pour la première fois, le silence n'était pas hostile. Il était rempli de choses, de vérités inexprimées, qui prenaient enfin leur place. Alors que je partais ce soir-là, Margaret se tenait à la porte. Elle ne me serra pas dans ses bras, mais ses yeux brillèrent et ses lèvres s'entr'ouvrirent comme si elle voulait parler. Au final, tout ce qu'elle parvint à prononcer fut un doux murmure, « Sois bien, Amelia ». C'était la chose la plus proche d'une excuse que j'ai jamais entendue d'elle. Et étrangement, cela me suffit pour marcher dans la nuit en me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. 6 mois plus tard, la ville était animée par la chaleur estivale. Et je me tenais près des hautes fenêtres de mon bureau, regardant la lumière du soleil inonder l'Hudson. Bright Bay avait grandi plus vite que je n'aurais pu l'imaginer, et chaque jour, j'avais l'impression de diriger un navire plus grand que celui avec lequel j'avais commencé quelques années auparavant. Mais mon esprit n'était pas seulement tourné vers les chiffres et l'expansion. Il revenait sans cesse à l'étrange paix qui s'était installée après cette nuit de Noël. Margaret s'était adoucie. Elle n'a jamais prononcé les mots que j'avais tant désiré entendre. Mais il y a eu un changement. Quand Emily m'a rendu visite à New York en mai, elle m'a apporté un message sous sa forme la plus simple. « Maman a demandé de tes nouvelles », a-t-elle dit, pas de l'entreprise, pas du Penthouse. Elle a juste demandé si tu allais bien. Cela a suffi à m'arrêter net. Thomas a le plus changé. Ses années de comptable l'avaient toujours défini, et après la saisie, il avait semblé plus petit, diminué. Un matin, j'ai pris la décision et je l'ai appelé. J'ai besoin de quelqu'un en qui j'ai confiance pour superviser la comptabilité interne de Bright Bay, lui ai-je dit, je peux embaucher n'importe qui, mais je veux que ce soit toi. Au début, il a hésité, la fierté mêlée à la honte. Mais une semaine plus tard, il s'est présenté en chemise repassée, un bloc-notes à la main, déterminé à faire ses preuves. Il a travaillé dur, est resté tard, et a gagné le respect de mon personnel. Le voir marcher dans le bureau, les épaules redressées, m'a procuré un sentiment de clôture inattendu. Emily et Daniel ont trouvé leur propre leçon dans les débris. Emily a avoué un soir alors que nous étions assis dans ma cuisine à boire du thé qu'elle n'avait jamais réalisé à quel point elle avait nourri de l'amertume simplement parce que maman lui avait donné cette version de moi. Je pensais que tu faisais étalage, Amelia. Je pensais que tous les dîners et les voyages servaient à nous faire nous sentir petits. Maintenant je sais que tu nous portais quand nous aurions dû être reconnaissants. Sa voix s'est brisée, mais ses yeux ont croisé les miens avec fermeté. Daniel a tendu la main sur la table et lui a serré la main, et pour la première fois, j'ai vu mes frères et sœurs unis au lieu d'être divisés par le favoritisme de nos parents. La Rolex est toujours dans mon placard. Parfois, j'ouvre la boîte en velours et je la regarde, la façon dont elle brille sous la lumière, et je ressens un mélange d'émotions. Autrefois, elle symbolisait l'espoir d'approbation, puis elle est devenue une arme tournée contre moi. Mais maintenant, c'est autre chose. C'est un rappel que la valeur n'est pas dans le prix, mais dans les limites que nous fixons et le respect que nous exigeons. Elle m'a coûté 15 000 $, mais la leçon qu'elle m'a enseignée vaut bien plus. La vie avec ma famille n'est pas parfaite et ne le sera jamais. Margaret a toujours ses arêtes vives, et parfois les vieux mots s'échappent, mais il y a une fissure dans l'armure maintenant, un endroit où le regret s'est installé. Elle ne se vante plus de vivre selon ses moyens. Au lieu de cela, elle donne discrètement des cours, économise ses modestes revenus, et quand elle me regarde, il y a moins de mépris dans ses yeux et plus de lassitude, peut-être même de la compréhension. J'ai appris quelque chose de puissant. Le succès ne peut acheter le respect. L'argent ne peut acheter la gratitude, mais la dignité, une fois revendiquée, ne peut être enlevée. Je n'ai pas besoin de l'approbation de ma mère pour mesurer ma valeur. J'ai construit quelque chose de mes propres mains, et j'ai affronté la cruauté qui est venue quand les gens les plus proches de moi n'ont pas pu le célébrer, et j'ai survécu. Alors que je me tiens maintenant dans mon appartement surplombant l'horizon, je pense à chaque femme qui a été insultée par ceux qui auraient dû être fiers d'elle, chaque fille à qui on a dit qu'elle était trop ou pas assez. À ces femmes, je dis ceci, votre valeur ne réside pas dans leurs mots. Elle réside dans la vie que vous construisez et le respect que vous revendiquez pour vous-même. J'aimerais beaucoup connaître vos réflexions. Avez-vous déjà été dans une situation où la générosité a été prise pour de la faiblesse ou où votre famille vous a jugé au lieu de vous soutenir? Partagez votre histoire dans les commentaires. Si ce voyage a résonné en vous, je vous invite à aimer cette vidéo et à vous abonner pour me rejoindre pour d'autres histoires réelles de vengeance familiale et les leçons que nous apprenons en chemin. Parce qu'au bout du compte, notre vraie richesse ne se mesure pas en argent,
mais dans les limites que nous honorons et la dignité que nous ne laissons jamais partir.